Élection présidentielle au Sénégal. La mission de l'Union européenne se prononce sur le déroulement du processus électoral. Rencontre entre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition. Le point de leur échange avec Soumaïla Cissé dans ce journal. Puis le Niger a abrité la toute première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel cette semaine. Voilà, c'était là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. Au Bénin, les tractations pour les législatives se poursuivent. Les représentants de partis politiques ont dû passer la nuit de mardi à ce mercredi pour le dépôt de leur dossier. En tout, 7 formations politiques ont pu accéder provisoirement à ce stade du scrutin. Reportage. Le premier dépôt de déclaration de candidature aux élections législatives s'est fait à la date de clôture à 23h31 à la Sénat. C'est Soumanou Toleba de FCDB qui a ouvert le bal. Union progressiste, Moël Bénin, PRD, Bloc républicain, USL et UDBN lui ont emboîté le pas jusqu'à 23h58. 2 minutes plus tard, le portail de l'institution était fermé comme le prévoit la loi. Au total, les dossiers de 7 partis politiques ont été enregistrés. Parmi les grands absents à ce rendez-vous, FCBE de Yahi Boni, mais aussi Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. L'équipe de la Sénat ainsi prend en main la suite du processus électoral. Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Nous sommes en train d'examiner la complétude de leur dossier, c'est-à-dire l'inventaire des pièces exigées par le code électoral, après quoi nous allons passer à la phase de l'examen des dossiers par rapport à leur conformité à la loi et par rapport à leur recevabilité. Qu'après la phase d'enregistrement, on leur délivre un récépissé provisoire qui atteste qu'ils sont venus devant la commission de réception devant la Sénat pour présenter leur déclaration de candidature. On note cependant une flexibilité dans l'attitude de la Sénat qui initialement exigeait le certificat de conformité avant de réceptionner les dossiers. Nous n'avons pas prévu ce cas de refus d'enregistrement. Nous enregistrons tous les partis qui se présentent à nous, après quoi nous allons procéder à l'examen quant au fond de ces dossiers et c'est en ce moment qu'on va leur délivrer on va prendre une décision de rejet ou d'acceptation de ces dossiers. Le compte à rebours commence pour la Sénat pour délibérer la liste retenue. L'incertitude plane sur les élections législatives prochaines. C'est une première au Bénin que de gros cylindrés de l'opposition ne participent pas. L'accès au quitus fiscal et au certificat de conformité ont été les principales épines dans les pieds des partis politiques. Alors que le Sénégal est dans l'attente des résultats de la présidentielle le dimanche dernier, les différentes missions d'observation rendent leurs conclusions sur le déroulement du vote. Mardi soir, la mission de l'Union européenne qui a suivi le processus électoral depuis le 15 janvier a donné son rapport d'observation de la présidentielle. Écoutons ici Elena Valenciano, chef de la mission d'observation électorale de l'UE au Sénégal. Le 24 février, les électeurs sénégalais étaient appelés à voter pour l'élection du président de la République. Le scrutin était calme et transparent et a été caractérisé par une forte mobilisation des électeurs. Le vote a été évalué très positivement par nos observateurs. Les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés. Les observateurs ont également rencontré des cas d'électeurs détenant leur carte qui n'ont pu voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur les listes d'émargement. Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle.
Présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Nigeria, où Muhammadu Buhari a été réélu avec près de 55,6% de voix, selon les résultats communiqués par la commission électorale ce mardi soir. Il a battu son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, avec une marge d'environ 4 millions de voix. Réélu président du Nigeria pour 4 ans, Muhammadu Buhari a remercié ce mercredi matin les millions de Nigérians qui ont voté pour lui et a promis d'intensifier les efforts, notamment dans la lutte anticorruption. Il a fait cette déclaration dans un court discours au siège de campagne du Congrès des progressistes d'Abuja, quelques heures après l'annonce officielle de sa victoire, en pleine nuit avec 56% de voix contre 41 à son principal rival Atiku Abubakar. Dans la nuit de mardi à mercredi, la commission électorale indépendante a mis fin à 3 jours de compilation des résultats, annonçant la victoire du chef de l'État sortant avec une avance de près de 4 millions de voix sur son rival. Après l'annonce de la victoire du président sortant Muhammadu Buhari, l'opposant Atiku Abubakar a annoncé ce mercredi qu'il rejetait les résultats. Si j'avais perdu dans des élections libres et transparentes, j'aurais appelé le vainqueur dans la seconde, a déclaré le candidat du Parti populaire démocratique PDP dans un communiqué. Non seulement je lui aurais adressé mes félicitations, mais j'aurais aussi proposé mes services pour contribuer à unir le Nigeria. Mais je rejette les résultats de la parodie d'élection du 23 février 2019 et contesterai ces résultats en justice, a ajouté l'ancien vice-président. Quelques heures avant l'annonce des résultats, l'opposition avait déjà demandé aux Nigérians de ne pas tenir compte des résultats, dénonçant des fraudes massives dans l'organisation du scrutin, entachées selon elle par de graves manquements logistiques et endeuillées par des dizaines de morts dans des violences électorales. Direction le Mali. Après le coup de fil entre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui avait fait beaucoup de bruit dans le pays la semaine dernière, ils se sont rencontrés dans la soirée de mardi au palais de Koulouba. Il faut dire que depuis l'élection présidentielle de juillet 2018, les deux hommes n'avaient plus échangé. Notre correspondante à Bamako a recueilli les propos de Soumaïla Cissé à sa descente de Koulouba. Nous avons parlé de l'ensemble de la situation du pays. Problèmes liés à la crise sécuritaire, la crise sociale, la crise électorale, la crise économique et financière. Nous sommes tous les deux convenus que la situation mérite un traitement de choc et qu'il faut pouvoir rassembler les Maliens autour des difficultés actuelles. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des solutions éventuellement possibles. Nous nous sommes parlé en vérité. Parce que ceci qui sied les circonstances actuelles, la crise que le pays connaît depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, s'est malheureusement approfondie, surtout sur ces aspects sécuritaires. Nous allons essayer ensemble, en toute responsabilité, de voir comment nous pouvons conjuguer les efforts pour sortir notre pays des difficultés que le Mali connaît. Nous avons convenu de nous revoir dès la semaine prochaine, lundi ou mardi prochain, pour pouvoir tracer ensemble les solutions que nous avons envisagées. Et nous allons éprouver auprès de ceux qui sont avec nous les solutions possibles. Et dès la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer pour essayer d'avoir un mode opérationnel pour que nous puissions proposer des solutions aux Maliens pour pouvoir avancer dans la résolution des problèmes qui assaillent le pays. Le Niger a abrité du 25 au 26 février la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel ainsi que la table ronde du financement du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. La conférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Niamey ainsi que les experts de faire l'état des lieux des impacts liés au dérèglement climatique dans le Sahel, des changements qui freinent le développement du continent en général et de la région en particulier.
La France, partie prenante à cette conférence et sur l'accord de Paris sur le climat, était représentée par le ministre de la Transition écologique et solidaire. François de Rugy a confessé que l'Afrique n'est pas la cause des changements climatiques. Ayons le courage de le reconnaître, l'Afrique n'est pas responsable de ces dérèglements climatiques. L'Europe, l'Amérique, l'Asie sont les premiers responsables et doivent mener une action urgente et impérieuse pour lutter contre l'effet de serre. Le continent africain ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais 65% de la population africaine est touchée par les conséquences du dérèglement climatique. La Banque africaine de développement, chef de file des partenaires techniques et financiers, a relevé quelques points d'intérêt qui paraissent importants pour les partenaires techniques et financiers. Le premier point est la création d'un environnement favorable aux investissements, tant publics que privés, conséquents pour la résilience au Sahel. Le second point est l'alignement avec les contributions déterminées au niveau national. Et enfin, la mise en place d'un dispositif institutionnel souple, consolidant les efforts des initiatives existantes pour coordonner la mobilisation du financement et le suivi évaluation. Le président nigérien, président de la Commission climat pour le Sahel, a appelé à la mise en œuvre des mesures d'atténuation. L'Afrique en général, le Sahel en particulier, possède un potentiel dans les énergies renouvelables qui commence à peine à être exploité. Nos ressources dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie, la biomasse pourraient satisfaire nos besoins et au-delà. C'est dire que les pays du Sahel doivent porter une attention particulière au projet Desertec afin de le promouvoir avec notamment les pays européens qui le souhaitent. À l'issue de la conférence, les chefs d'État et de gouvernement ont validé le plan d'investissement pour le climat ainsi que le programme prioritaire pour catalyser les investissements. Les chefs d'État ont décidé de maintenir le plaidoyer pour mobiliser les 4 000 milliards de dollars américains nécessaires. Ils ont aussi annoncé la contribution de leur pays à hauteur de 10% du montant. Direction le Cameroun où l'on observe une rareté de pain sur le marché et ce à quelques jours de la Journée internationale de la femme. À l'origine, le mot d'ordre de boycott lancé par des internautes qui ont demandé aux femmes camerounaises de ne pas se procurer le pain en solidarité aux victimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi qu'aux autres femmes en détresse à travers le pays. À quelques jours de la Journée internationale de la femme qui va se célébrer le 8 mars, le pain se fait rare sur le marché camerounais. La raison principale évoquée est le mot d'ordre de boycott lancé par les internautes qui ont demandé aux femmes camerounaises de ne pas se procurer le pain en solidarité aux victimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et aux autres femmes en détresse à travers le pays. Les ventes ont été très timides au départ, car il y a un groupuscule de Camerounais qui ont envoyé leur mot d'ordre, leur mot de boycott. Moi, je suis arrivé dans certains de nos points de vente où les femmes ne voulaient pas du tout acheter les pains. Un appel au boycott qui a fragilisé la production et causé la rareté du dit pain sur le marché camerounais. Il y a des plans de fabrication. Ce que vous pouvez faire en un mois, vous ne le ferez pas en une semaine. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, tout le monde se hue dans toutes nos boutiques et souhaite avoir son pain. Nous ferons de notre mieux. Ça, je vous assure, nous ferons de notre mieux pour donner le maximum de pain aux gens. Mais on va essayer de satisfaire. Mais ce qui est certain, nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde immédiatement. L'affluence observée sur le site du principal point de vente du pain est révélatrice de l'engouement que la plupart des femmes et hommes camerounais continuent à accorder à cette journée. Je suis très contente de trouver ce pain parce que j'ai appris au quartier que c'était rare sur le marché. Mais ce jour, je suis arrivée à Sikam, j'ai trouvé le pain, donc je suis vraiment fière, je suis satisfaite. On peut donc conclure, sans se tromper, que le boycott prôné par certaines personnes dans les réseaux sociaux n'a été qu'un fait de paille. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.